La folie des lanceurs a gagné la France et même toute l'Europe. Des lanceurs petits, réutilisables, capables de s'emparer du marché des mini-satellites qui, lui, explosera littéralement. Plus de 18 000 petits satellites seront envoyés dans l'espace d'ici 2031 selon le cabinet Euroconsult. Un gâteau qui aiguise l'appétit de pas mal d'acteurs. Quel rôle jouent les États et les agences spatiales dans cette course et combien faudrait-il mettre sur la table pour être les premiers? C'est la question du jour que nous allons poser à nos invités en plateau. Alors j'ai avec moi pour y répondre Jean-Marc Astor, directeur de la stratégie au CNES. Bonjour et bienvenue sur le plateau de Smart Space. Bonjour. Et à vos côtés, nous avons Mathieu Luineau, manager de l'équipe dédiée au secteur spatial chez PwC. Bonjour, bienvenue. Alors ma première question, c'est la suivante. Est-ce que c'est effectivement une course à l'espace ? Alors écoutez, course à l'espace, oui, dans la mesure où il y a une multiplication des projets qu'on voit de manière assez évidente, que ce soit dans le monde, en Europe et aussi en France, avec de nombreux projets de lanceurs qui ont été annoncés et qui répondent à une demande qui se fait de plus en plus présente. Vous avez mentionné des chiffres importants. On estime effectivement que d'ici à 2030, on aura plus de 1500 satellites qui seront lancés par an, donc il faut bien servir ce marché. Jean-Marc ? Oui, moi je voudrais relativiser un petit peu, parce que d'abord aujourd'hui des lanceurs, il y en a beaucoup qui existent, ce sont des gros lanceurs comme Ariane 5 qu'on exploite, Ariane 6 qui va arriver demain, et c'est là qu'est le marché aujourd'hui, et à plus de 90%, donc on a ces gros lanceurs. Il y a beaucoup de petits satellites effectivement qui sont en projet, qui seront à 80% lancés par les gros lanceurs, par grappe, parce que c'est plus économique. Ceci dit, vous l'avez dit, il y a une course pour développer des mini-lanceurs. Il y a une centaine de projets aujourd'hui au niveau mondial de petits lanceurs. Il y en a une quinzaine en Europe. Il y a 2 lanceurs opérationnels aujourd'hui, Rocket Lab et Virgin Orbit, qui ne font pas énormément de lancements. Rocket Lab, je crois, on est à son 30e lancement, Virgin Orbit beaucoup moins. Et alors, cette course, elle s'explique pour ce marché, comme vous l'avez dit, mais elle s'explique aussi pour une autre raison. C'est que ça prépare la course entre les futurs opérateurs de lanceurs plus importants. Et on le voit très bien en Europe. Aujourd'hui, en Europe, on a Ariane Espace qui opère Ariane 6 et Vega C. Et demain, on aura peut-être de nouveaux opérateurs. Ces nouveaux opérateurs, ils se préparent en faisant une sorte de course réduite sur une partie du marché, le marché des petits lanceurs, pour ensuite grossir et venir concurrencer les opérateurs d'aujourd'hui. Voilà, c'est ça qui est important, à mon avis, qu'on doit avoir en ligne de mire. Alors, l'Espagne a pris quand même une certaine avance sur le sujet avec la société PLD Space qui vient de réaliser avec succès des tests de lancement. Alors, le lancement suborbital, vous nous donnerez peut-être la différence juste après, avec son lanceur Miura 1. Alors, la première à y arriver en Europe, si on reste sur le sujet en tout cas des suborbitaux, mais même de lancement tout court d'ailleurs sur une mini-fusée réutilisable, c'est quand même surprenant de se dire que l'Espagne y arrive avant, alors que nous, on est plein d'ambition, qu'on a aussi en France cette technologie, ce savoir-faire des lanceurs avec Ariane. Moi, je ne dirais pas que l'Espagne arrive avant. D'ailleurs, je pense qu'il est très difficile de comparer les avancements de ces différents projets. Parce que vous pouvez comparer sur le plan technique, effectivement, les réalisations techniques, notamment les moteurs. PLD Space a réussi un essai de 122 secondes de son moteur. Donc, effectivement, c'est extrêmement positif. Mais d'autres projets ont aussi des avancements financiers importants, élèvent beaucoup de fonds. Voilà, c'est une course compliquée. Le verdict, ce sera la mise en orbite d'un satellite. Pour ça, il y a beaucoup d'obstacles qui restent à lever pour l'ensemble des opérateurs. Et voilà, on verra. À ce stade, je ne fais pas de pronostic. Pour vous, les jeux ne sont pas faits parce que l'Espagne a réussi ses premiers tests. Parce qu'il y a une avance technologique quand même considérable. Est-ce que ça ne se joue pas là aussi ? Non, enfin, je dirais que il y a Space, par exemple, qui utilise le moteur Prometheus. Le moteur Prometheus, il va être testé demain à Vernon. Et c'est un moteur qui est beaucoup plus gros, qui fonctionne avec du méthane, qui est plus apte à la réutilisation. Donc voilà, moi je resterai très prudent sur la comparaison. Voilà, il y a des étapes intermédiaires qui sont importantes, faire un essai moteur.
Ça, c'est extrêmement important. Et puis, quand même, voilà, le drapeau d'arrivée, c'est la mise en orbite du premier satellite. Donc, on verra qui arrivera le premier. Mathieu, vous rejoignez Jean-Marc sur cette vision de la course? Oui, moi je suis d'accord avec ce que vient de dire Jean-Marc Astorg à l'instant. C'est vrai que bien habile, celui qui aujourd'hui pourra nous dire quel sera le lanceur léger européen qui arrivera en tête. C'est vrai qu'il y a aussi énormément de projets qui reçoivent énormément de financement, en Allemagne notamment, avec des commandes un peu plus sécurisées. C'est vrai aussi que PLD Space part aussi de plus loin, parce qu'ils ont moins de soutien institutionnel et alors ils n'ont pas été trop mal accompagnés quand même, hein. Ils ont commencé en 2017 avec une première levée de fonds du gouvernement espagnol, avec l'aide du gouvernement espagnol de 1 million, ce qui les a un petit peu mais ça reste mis sur le terrain de course. Financier assez léger quand on les compare à ce qui peut se faire aujourd'hui sur d'autres projets de lanceurs. Et puis c'est aussi l'Espagne, un pays qui, il faut le dire, a un héritage spatial un peu moins poussé, et donc ça joue aussi. Donc... Et pourtant, ils ont trouvé des investisseurs, 25 millions l'année dernière, 18 millions en 2017. Alors qu'on cherche encore les investisseurs aujourd'hui. C'est un peu plus compliqué. On a Latitude qui a levé 10 millions, par exemple, ce qui est une belle réussite. Mais si on compare, on se dit que voilà, pourquoi eux trouvent des investisseurs et pas les entreprises françaises? Je crois que les entreprises françaises, notamment Latitude, comment on levait effectivement des sommes importantes. Au niveau européen, il y a 500 millions d'euros, c'est ce qu'on mesure aujourd'hui à peu près, qui ont été levés d'investissements privés pour les mini-lanceurs. C'est quand même assez important. Je pense qu'on peut essayer de réfléchir pourquoi effectivement on a aujourd'hui ces développements de mini-lanceurs. Il y a les marchés. Vous l'avez dit, même si il ne faut pas faire une adéquation entre nombre de petits satellites et nombre de lancements. Il y a un intérêt évidemment des investisseurs privés pour le spatial, et ça c'est tout à fait positif pour le secteur. On doit s'en réjouir. Il y a les technologies qui ont évolué, qui sont aujourd'hui plus accessibles. La miniaturisation, le numérique, l'impression 3D, c'est plus facile de faire un lanceur aujourd'hui que ça n'était il y a 20 ans. Et puis il y a aussi l'exemple de SpaceX qui fait rêver beaucoup de monde, beaucoup d'entrepreneurs, parce qu'effectivement il est parti tout en étant beaucoup aidé par la NASA, disons de pas grand-chose, et aujourd'hui effectivement c'est un succès considérable. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui veulent imiter Elon Musk, y compris en Europe. C'est très positif. Au niveau du CNES, on aide toutes ces startups avec un principe d'équité. Au niveau européen, on va accueillir 7 opérateurs de mini-lanceurs au CSG. On rénove le pas de tir diamant historique des premiers lancements qui ont eu lieu. C'est vrai que ça paraissait aberrant de se dire, avec un avantage pareil pour la France, d'avoir un pas de tir à disposition, il fallait le mettre à profit. On a la meilleure base de lancement au monde, donc c'est normal d'y accueillir ces opérateurs de mini-lanceurs. Oui, donc on en accueille. Réagir. Donc, je voulais juste ajouter qu'il y a un autre facteur qui explique aussi ce développement des lanceurs légers, des micro-lanceurs dont on n'a pas encore parlé. C'est aussi le poids de la demande institutionnelle et militaire, qui est aussi un client intéressé et sans doute privilégié aussi pour ces lanceurs-là, qui va avoir besoin de plus de flexibilité, d'agilité dans les lancements. Et on le voit bien, on a parlé tout à l'heure de Rocket Lab, dont un des principaux clients est en fait l'armée américaine et la DARPA notamment, et qui permet aussi de faire vivre certains projets sous perfusion. Alors on va revenir un petit peu sur le sujet du financement, parce que vous parlez presque de ce départ, c'était l'inspiration aussi de SpaceX, mais on a en France une volonté politique aussi de faire grossir cet écosystème spatial. L'année dernière, on a annoncé 1,5 milliard pour le secteur spatial français, c'est le cadre du plan France 2030. On va revenir sur le détail de ce financement, mais d'abord j'aimerais savoir, est-ce que c'est cet engouement politique, cette prise de conscience aussi de l'intérêt du secteur spatial pour l'économie française, ou est-ce que c'est ces cas pratiques aux États-Unis qui ont inspiré cette nouvelle génération de start-up ? Est-ce qu'on est capable de le dire, ça ? Je crois que c'est un peu des deux, très clairement. À partir du moment où il y a des success stories qui existent aux États-Unis notamment, que la France annonce un plan d'investissement massif dans le domaine spatial, 1,5 milliard d'euros sur 5 ans, dont une partie
ira justement à la stimulation du développement des mini-lanceurs. Voilà, ça donne des idées, des ambitions à beaucoup d'entrepreneurs. Et moi, je trouve que c'est quand même extrêmement positif de voir voilà, ces jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des anciens du CNES, de l'industrie, qui rejoignent ces startups voilà, qui ont beaucoup d'ambition et qui vont finalement relever le défi du développement des lanceurs de demain. Donc c'est vraiment les deux qui ont joué, à mon avis. C'est 1,5 milliard. Comment ils seront répartis pour les acteurs du secteur spatial? On en a déjà parlé sur ce plateau, mais c'est important de préciser la part pour les lanceurs. Alors sur les lanceurs, il y a un certain nombre d'appels à projets aussi qui seront lancés. Là, il y a eu un appel à projet avec l'expertise technique du CNES et l'expertise davantage financière de la BPI, qui a permis notamment à deux acteurs, hein, donc Altitude et Hyperspace, d'être lauréats finalement de financement qui peuvent aller de 400 000 euros à 1,5 million d'euros et qui sont importants parce qu'ils permettent aussi de concrétiser un certain nombre d'études techniques qui permettent de poursuivre le développement vers l'aval de ces projets. Il faut injecter des moyens financiers aussi à nos startups pour les accompagner de la même façon qu'on l'a fait en Espagne, de la même façon que c'est fait en Allemagne. Vous citez Allemagne tout à l'heure. C'est indispensable pour leur développement, notamment parce qu'il y a un manque, vous l'avez mentionné, d'apport de capitaux privés d'une certaine manière en Europe. C'est un problème qu'on connaît. Donc l'importance du soutien public, il est crucial. Et encore une fois, encore faut-il aussi qu'on arrive progressivement à l'amener à la mesure de ce qui peut se faire ailleurs en Europe et aux États-Unis notamment. Alors on a un tableau qui est quand même assez intéressant. On a en France des acteurs bien installés. On a Ariane Group par exemple qui fait très bien la fusée Ariane 5, Ariane 6 qu'on attend et qui a permis aussi de positionner la France et l'Europe au niveau international dans le secteur spatial. Mais on est entre un discours de il ne faut pas les mettre en compétition, mais c'est quand même une compétition entre les acteurs historiques et les nouveaux acteurs. Et aujourd'hui, on a un discours qui apparaît aussi de la part, par exemple, d'André Hubert Roussel, le dirigeant d'Ariane Group, dans un journal économique belge, qui dit est-ce que c'est vraiment la bonne stratégie de donner beaucoup d'argent à plein de startups qui veulent faire des lanceurs? Est-ce qu'on n'est pas un peu en train de diluer les fonds publics? Est-ce que vous pensez qu'effectivement, on peut faire fausse route dans cette stratégie de financement? Non, mais je pense que tout ça, c'est un équilibre qui est nécessaire. Alors qu'un dirigeant de grand groupe dise qu'il y a trop d'argent pour les startups et que les startups disent qu'il y a trop d'argent pour les grands groupes, finalement, ça montre bien qu'on est au point d'équilibre. Je pense que ce qui est très clair, c'est qu'on doit soutenir Ariane. On doit soutenir Ariane 6. Il faut quand même rappeler qu'Ariane Espace a été leader du marché mondial avec plus de 60% des parts pendant une vingtaine d'années. Donc c'est quand même un très grand succès européen poussé par la France. Et aujourd'hui, Ariane Espace est le seul concurrent de SpaceX qui effectivement lui résiste. Non, mais et puis en même temps, c'est ça la question. Aujourd'hui, ils le sont. Et voilà, je voudrais juste citer le contrat de lancement de la constellation Kuiper d'Amazon qui a été en partie remporté par Ariane Espace contre SpaceX. Voilà, donc avec Ariane 6 qui est un bon produit, qui est plus modulaire, moins cher qu'Ariane 5. Voilà, on a un nouveau produit. Et dans le même temps, il faut stimuler l'écosystème, il faut développer des mini-lanceurs, parce que on a finalement deux segments. On a le segment principal à plus de 80% quand même du marché, qui est celui des gros lanceurs, et puis on a celui des mini-lanceurs, qui est une sorte de bac à sable, dans lequel voilà, on va avoir une compétition au niveau européen, ce qui est nouveau, parce que jusqu'à présent, on était dans un mode de coopération au niveau européen. Là, on a une compétition dans ce segment-là, et ça permettra de préparer les lanceurs du futur. Et il faut effectivement avoir peut-être un peu plus de compétition, plus d'innovation, de compétition des idées aussi, des solutions. Et c'est cette compétition dans ce bac à sable qui nous permettra de préparer Ariane 7. Mathieu, est-ce qu'il y a un risque que cette compétition au niveau européen, qui change de la collaboration à laquelle on avait été habitué, perturbe la cohésion politique du secteur spatial européen ? Moi, je pense que c'est un risque sérieux, non négligeable. On voit bien qu'aujourd'hui, il y a pas mal de projets qui se bousculent au portillon, que l'Allemagne a une stratégie assez agressive sur le développement de
ces lanceurs, avec des moyens qui sont un peu différents des nôtres, et aussi une manière de passer la commande publique qui est un petit peu différente de ce qui a été fait dans France 2030 et qui est peut-être un petit peu plus proche de ce qui se fait aujourd'hui aux États-Unis, dont je suis un défenseur assez fort de ce modèle-là qui permet de laisser la compétition venir aux acteurs institutionnels et pas de choisir les gagnants, ce qui permet de vraiment stimuler l'industrie. Moi, je pense qu'il y a cet enjeu-là. Effectivement, on sait que de toute façon, le marché va se consolider à un moment ou à un autre. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. Je pense qu'il y a de la place pour un ou vraiment deux projets de micro-lanceurs européens au grand maximum. Et donc, il va y avoir à un moment donné cet enjeu politique et stratégique qui va se poser, c'est évident. Et puis, la question aussi de la cohérence de l'offre d'ensemble sur les lanceurs européens. On en a un petit peu parlé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, entre un Vega qui est capable de faire du lancement partagé et déployer plus de 50 satellites et une offre de micro-lanceurs, alors qui évidemment ne servira pas exactement le même marché, mais va quand même se poser la question à un moment donné du recoupement des différentes offres, je pense. Un dernier mot là-dessus, Jean-Marc, avant de conclure. Je pense qu'on a beaucoup de projets de mini-lanceurs en Europe. Comme ça a été dit, il y en a un ou deux qui pourront émerger. Voilà, c'est une course, on verra qui va la gagner. Merci à tous les deux d'avoir pris le temps de venir sur ce plateau pour discuter de ce sujet crucial, de cette course aux mini-lanceurs en France et en Europe. On aura l'occasion d'en reparler évidemment et de suivre peut-être le résultat, même si on a encore un petit peu de temps devant nous a priori. Merci à tous de nous avoir suivis lors de cette émission Smart Space, votre rendez-vous hebdomadaire dédié au secteur spatial que vous pourrez retrouver tous les vendredis et les week-ends sur Bismart et bismart.fr. On se retrouve dès la semaine prochaine.